Tom Parker vient donc d'apprendre à ses dépens qui tire les ficelles au sein de la famille royale. Franchement, la façon dont la princesse Anne a géré la situation est d'une brutalité si parfaite que je me dois de vous en détailler chaque aspect. L'audace, les conséquences et la vengeance discrète sont tout simplement magistrales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à Crown Watch pour ne rien manquer de ce chaos royal qui se déroule sous vos yeux. Imaginez un peu. Tom Parker, le fils de Camilla, critique gastronomique, auteur, un homme qui a passé des années à se positionner comme quelqu'un qui ne souhaite ni titre, ni relation royale, décide soudain de faire des exigences concernant le placement à table pour le couronnement. Pas des demandes, pas des suggestions, des exigences. Et pas n'importe lesquelles des exigences sur la place de ses enfants à l'abbaye de Westminster, des exigences sur le placement de sa famille dans le cortège, des exigences, qui revenaient en réalité à traiter le couronnement comme une réunion de famille, Parker B&S, avec le roi Charles comme invité d'honneur. Et c'est là que ça devient intéressant. Tom Parker B.S. a passé des décennies à répéter à qui voulait l'entendre qu'il se fichait des titres, qu'il était parfaitement heureux d'être un roturier, que les drames de la famille royale étaient quelque chose qu'il observait de loin, confortablement installé dans le restaurant chic qu'il était en train de critiquer. Il a même écrit un livre entier sur le sujet. Il a donné d'innombrables interviews où il se montre très décontracté, très détaché de tout ça, du genre « Ma mère est mariée au roi, mais moi je suis juste un type normal qui s'y connaît en pâte. » Si à justice. Et pourtant, lorsque les préparatifs du couronnement ont commencé, Tom Parker B.S. a apparemment décidé que ses enfants méritaient les meilleures places, que sa famille devait être mise en avant et que tout le clan Parker, B.S. devait être traité comme s'il s'agissait de membres de la famille royale de sang et non de simples cousins par alliance. Les exigences étaient précises. Il voulait que sa fille Lola et son fils Freddie soient assis avec la famille royale proche et non dans la section réservée à la famille élargie où le protocole place habituellement les petits-enfants par alliance. Il souhaitait également que sa sœur Laura Lopez et ses enfants bénéficient d'une place de choix. Il aurait fait valoir que puisque Camilla allait être couronnée reine, ses descendants devaient être visibles, intégrés et traités comme des membres à part entière de la famille royale et non comme la famille distincte qu'ils ont toujours été techniquement. Et je comprends parfaitement cette réaction humaine. Si votre mère est sur le point d'être couronnée reine d'Angleterre, vous souhaitez sans doute être là où vous pouvez la voir. Vous voulez sans doute que vos enfants se sentent inclus. C'est normal, c'est la famille. Mais la manière dont Tom Parker s'y est pris, selon plusieurs sources du palais, n'avait rien de normal. C'était de l'arrogance, c'était de l'insistance. C'était, et je cite ici, une source bien informée d'une arrogance stupéfiante, étant donné que cet homme a bâti toute son image publique sur le fait de se désintéresser précisément de ce genre de choses. Les exigences arrivent donc sur le bureau du comité d'organisation du couronnement présidé par la princesse Anne en personne. Et c'est là qu'il faut comprendre la situation, car la princesse Anne n'est pas du genre à se laisser faire. C'est elle qui un jour a envoyé promener le ravisseur et elle le pensait vraiment. C'est elle qui, pendant 50 ans, a assuré plus d'engagements royaux que quiconque dans la famille sans jamais s'en plaindre publiquement.
C'est elle qui, il y a des années, aurait dit à Camilla qu'elle ne s'inclinerait jamais devant. Et elle ne l'a jamais fait, personne ne l'y a jamais obligé, les gars. Alors, quand Tom Park envoie sa liste d'exigences concernant la place de ses enfants lors de la cérémonie la plus importante de l'histoire constitutionnelle depuis une génération, la princesse Anne ne se contente pas d'envoyer un courriel furieux. Elle ne convoque pas de réunion pour réprimander qui que ce soit. Elle n'accuse même pas réception des exigences directement. Au lieu de cela, selon des sources proches du palais, elle s'est contentée de modifier le plan de table, et cette modification fut d'une précision redoutable. Les enfants de Tom Parker B.S. n'ont pas été placés devant, ni dans la section réservée à la famille proche, ni à l'endroit qu'il exigeait. Ils ont été relégués bien plus loin que ne l'exigeait probablement le protocole, bien plus loin qu'ils ne l'auraient été s'ils s'étaient tus et avaient laissé les organisateurs faire leur travail. La princesse Anne, avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui maîtrise le protocole royal depuis bien avant la naissance de Tom Parker B.S., a placé les petits-enfants de Camilla dans une section si éloignée de l'action qu'ils auraient tout aussi bien pu regarder la cérémonie à la télévision comme tout le monde. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, car la princesse Anne ne fait jamais les choses à moitié. Elle aurait également modifié l'ordre du cortège pour s'assurer que la famille Parker B.S. ne marche pas dans un groupe comprenant des membres importants de la famille royale. Ils défileraient séparément à un autre moment par une entrée différente et seraient assis avant même l'arrivée du reste du cortège. Aucune photo d'eux marchant derrière le roi, aucune image ne les montrait aux côtés de William et Catherine. Rien ne laissait supposer qu'ils faisaient partie du cercle restreint de la famille royale. Et la princesse Anne, elle n'a rien divulgué. Elle n'a pas dénoncé les mensonges de Tom Parker. Elle n'a fait aucune déclaration publique. Elle l'a simplement remis à sa place discrètement, efficacement et définitivement en s'appuyant uniquement sur un plan de table et 50 ans de connaissance des institutions. Le message a été reçu haut et fort, même s'il n'a jamais été prononcé. On ne fait pas de demande à la couronne. On n'utilise pas la position de sa mère pour obtenir un statut qu'on n'a pas mérité. Et surtout, n'essayez pas de modifier le protocole sous prétexte que votre statut de fils de la reine vous donne des droits. La réaction de Tom Parker B.S. à cela fut, semble-t-il, pour le moins maladroite. Des sources proches de lui affirment qu'il était furieux, qu'il a qualifié le placement des invités d'insulte et qu'il s'en est plaint à sa mère. Et c'est là que l'histoire prend une tournure que je n'avais absolument pas vue venir, car Camilla, peut-être, pour la première fois de sa vie royale, était impuissante. Elle ne pouvait pas passer outre la décision d'Anne. Elle ne pouvait pas faire appel à Charles. Elle ne pouvait pas résoudre le problème. La femme qui a passé des décennies à gravir les échelons pour devenir reine consort, qui a survécu à la haine du public, qui a géré la situation avec Diana, qui a réussi à se faire accepter par la famille, qui l'avait un jour surnommé le roi de la Bath et d'un Holiday, mais elle a eu Rottweiler et des saucisses d'Antibouy que les classiques CNRI ne pouvait pas obtenir de meilleure place pour ses petits-enfants au couronnement parce que la princesse Anne avait décidé qu'ils s'assieraient exactement là où ils devaient être et nulle part ailleurs. Réfléchissez à ce que cela révèle des véritables rapports de force au sein de cette famille. Camilla porte la couronne, mais Anne détient le pouvoir. Camilla a le titre, mais Anne a le respect.
Camilla est mariée au roi, mais Anne est la sœur du roi, la fille de la défunte reine, la membre de la famille royale, la plus travailleuse de sa génération, et celle qui semble avoir été nommée gardienne officieuse de l'influence. Et Tom Parker vient de comprendre que l'autorité de sa mère ne s'étend ni à lui, ni à ses enfants, et encore moins à la princesse Anne. Le plan de table a fait couler beaucoup d'encre dans les cercles du palais. Non pas parce que c'était spectaculaire, ce n'était qu'un plan de table, mais à cause de ce que cela symbolisait. Cela marquait une rupture entre la famille royale et ses beaux-parents. Cela montrait la princesse Anne affirmant clairement que le mariage avec le roi ne fait pas de son fils un prince. Cela symbolisait la résistance de la monarchie institutionnelle à l'idée que l'élévation de Camilla impliquait celle de toute sa famille. Et honnêtement, quand on compare ce que Tom Parker demandait et ce qu'il a obtenu, le contraste est presque risible. Il voulait que ses enfants soient assis avec George, Charlotte et Louis. Ils se sont retrouvés relégués derrière des membres de familles royales européennes mineurs à peine invités. Il voulait que sa famille participe au cortège et ils ont fini par entrer par une porte dérobée avant même l'arrivée des personnes importantes. Il voulait de la visibilité, du prestige et de la reconnaissance. On lui a rappelé qu'au sein de la famille royale, on ne peut rien exiger à moins d'y être né ou d'avoir passé des décennies à le mériter. Or, Tom Parker n'a fait ni l'un ni l'autre. Ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est que Tom Parker a passé toute sa vie d'adulte à clamer qu'il ne voulait rien de tout cela. C'est le genre de type qui se dit heureux d'être un roturier. C'est le genre de type qui plaisante sur le fait de ne pas avoir de titre. C'est le genre de type qui écrit sur la gastronomie et qui se comporte comme si la famille royale n'était que le lieu de travail un peu bizarre de sa mère, auquel il ne prête guère attention. Mais dès qu'il y a eu un enjeu, un statut à revendiquer, dès que la proximité avec la couronne pouvait se traduire par une visibilité internationale, toute cette attitude désinvolte vis-à-vis des titres s'est évaporée. Soudain, il avait des opinions bien arrêtées sur la place que ses enfants devaient occuper. Soudain, il formulait des exigences. Et la princesse Anne, qui n'a jamais prétendu être autre chose que ce qu'elle ait tout de suite compris la manœuvre. Elle a vu un homme qui avait bâti son image sur l'indifférence et qui soudain se souciait beaucoup des autres. Elle a vu un sentiment de droit acquis déguisé en affection familiale. Elle a vu quelqu'un qui essayait d'utiliser la couronne de sa mère pour favoriser le statut de ses propres enfants. Et elle a géré la situation comme elle le fait toujours, avec efficacité, discrétion et une fermeté absolue. Les conséquences ont été immédiates, mais privées. Camilla aurait été gênée non pas par les agissements d'Anne, mais par les exigences de son fils. Selon certaines sources, elle aurait immédiatement compris que Tom Parker avait dépassé les bornes, qu'il l'avait discrédité et qu'il avait confirmé tous les soupçons que le public et le palais nourrissaient quant aux ambitions de la famille Parker. Elle ne pouvait pas le défendre sans donner l'impression de cautionner son sentiment de droit acquis. Elle ne pouvait pas s'opposer à Anne sans s'engager dans une bataille perdue d'avance. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire, elle accepta le plan de table. Elle dit à son fils de laisser tomber et tenta de faire comme si de rien n'était. Mais l'incident avait bien eu lieu et tout le monde le savait. Le plan de table du couronnement devint ainsi le témoignage permanent de la réponse discrète mais cinglante de la princesse Anne à l'exigence arrogante de Tom Parker. C'est ce que je trouve vraiment intéressant dans toute cette histoire, c'est
que Tom Parker n'est pas un imbécile. Il a écrit plusieurs livres et est un critique gastronomique respecté. Il a su gérer la vie publique en tant que fils de la figure royale, la plus controversée de l'ère moderne, sans aucun scandale majeur. Il maîtrise les codes de la communication. Il connaît les rouages du palais. Alors, pourquoi aurait-il formulé des exigences dont il savait pertinemment qu'elles se retourneraient contre lui? Pourquoi aurait-il voulu faire passer la princesse avant tout le monde pour une question aussi importante que le placement lors du couronnement? La réponse, je crois, est qu'il pensait que la position de sa mère avait changé quelque chose de fondamental. Il pensait que l'accession de Camilla au trône signifiait que la famille Parker était enfin pleinement acceptée, pleinement intégrée, pleinement légitimée. Il pensait que les décennies de mise à l'écart étaient terminées et il s'est trompé. Non pas parce que Camilla n'est pas reine, elle l'est. La couronne est sur sa tête, le titre lui appartient. C'est un fait. Mais parce que dans la famille royale, une position ne s'hérite pas par le mariage, elle s'hérite par le service. Et la famille Parker n'a ni l'un ni l'autre. Ils sont liés à la couronne. Bien que Camilla soit apparentée à la couronne, elle n'en fait pas partie. Ce ne sont pas des Windsor. Ce ne sont pas des membres actifs de la famille royale. Ils ne font pas partie de l'institution au sens formel du terme. En déplaçant ses sièges, la princesse Anne a clairement établi cette distinction. Le plan de table ne concernait pas seulement le couronnement, mais tout ce qui suivra. Il s'agissait d'affirmer que les enfants de William et Catherine représentent l'avenir de la monarchie, et non les petits-enfants de Camilla. Il s'agissait de tracer une ligne entre la famille qui sert et celle qui est simplement liée par alliance. Il s'agissait de protéger l'institution de toute dérive qui survient lorsque des beaux-parents se prennent pour des princesses. En formulant ses exigences, Tom Parker est tombé dans le panneau. Il a offert à la princesse Anne l'occasion idéale de le ridiculiser. Il lui a fourni la justification dont elle avait besoin pour officialiser ce qui avait toujours été informel. Par son propre sentiment de supériorité, il a prouvé la nécessité de ses limites. L'arrogance de cette demande a engendré son propre rejet. S'il n'avait rien dit, ses enfants auraient probablement eu des places convenables. Pas au premier rang, pas dans la famille proche, mais respectables. Ils auraient été visibles. Ils auraient été inclus. Au lieu de cela, parce qu'il a insisté, parce qu'il a exigé, parce qu'il s'est comporté comme s'il avait droit à quelque chose qui ne lui était pas dû, ses enfants se sont retrouvés dans l'équivalent royal de la section des personnes saignant du nez. Et c'est ben là le propre de la princesse Anne. Elle ne se contente pas de dire non, elle le rend clair. Elle s'assure que l'on comprenne pourquoi c'est non. Elle utilise le protocole comme un chirurgien utilise un scalpel avec précision, clarté, sans laisser planer le moindre doute sur ce qui a été coupé et pourquoi. Dans les semaines qui ont suivi la finalisation du plan de table du couronnement, Tom Parker, ce type imbécile, et fait ce qu'il fait toujours quand les drames royaux le touchent de trop près. Il s'est réfugié dans la critique gastronomique. Il a publié des articles sur des restaurants. Il a donné une interview sur les pâtes. Il a tenté de retrouver son image de type détaché, de type au-dessus de tout, de type dont la mère se trouve être reine. Mais ce n'est pas lui. Mais le mal était fait. Le masque était tombé. Il avait montré qu'il se souciait de ses enfants, qu'il convoitait ce statut qu'il estimait que la couronne de sa mère devait leur profiter. Et la princesse Anne avait démontré
que penser quelque chose ne suffit pas à le rendre vrai. Le couronnement eut lieu, les caméras tournèrent. Le monde entier regarda. Et si l'on observe attentivement le placement des invités, on peut voir précisément où étaient assis les petits-enfants de Tom Parker. Ils étaient là. Ils étaient présents, mais pas là où Tom Parker l'exigeait. Ils étaient exactement là où la princesse Anne avait décidé qu'ils devaient être. Et cette distance, ces quelques rangs de retrait, cette entrée latérale au lieu du cortège principal, cette séparation d'avec le noyau de la famille royale, voilà la trace indélébile, voilà le reçu, voilà la réponse calme, cinglante et définitive de la princesse Anne à une demande arrogante qui n'aurait jamais dû être formulée. Et voici ce qui me revient sans cesse à l'esprit, ce détail qui rend toute cette situation bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. La princesse Anne n'a pas seulement géré les agissements de Tom Parker, elle a géré tout le concept de ce que signifie côtoyer le pouvoir sans le détenir. Car les manigances de Tom Parker ne sont pas un cas isolé. Chaque famille royale à travers l'histoire a été confrontée à ce même problème. Les beaux-parents, les familles par alliance, ceux qui par alliance se rapprochent de la famille royale et finissent par faire croire que cette proximité équivaut à un droit de séjour. C'est une histoire aussi vieille que la monarchie elle-même. On la retrouve dans chaque cour, chaque palais, à chaque génération. Quelqu'un s'approche du trône et soudain, il se prend pour un roi. Il commence à formuler des exigences, à réclamer des privilèges, à oublier qu'il est un invité, pas un résident. Et il faut bien que quelqu'un le lui rappelle qu'il fixe des limites. Dans cette génération, dans cette famille, cette personne, c'est la princesse Anne. Elle est celle qui comprend que la monarchie survit non pas en étant inclusive, mais en étant claire. Claire sur qui a sa place et qui n'en a pas. Claire sur qui sert et qui ne fait que participer, claire sur la différence entre la famille et l'institution. Et Tom Parker Bowles, qu'il en soit conscient ou non, vient d'en devenir l'exemple parfait. Parlons maintenant de ce que cela signifie pour Camilla, car sa position dans tout cela est véritablement complexe. D'un côté, elle est la reine. Elle porte la couronne. Elle siège aux côtés de Charles sur le trône. De l'autre, elle est une mère. Et voir son fils se faire humilier publiquement, même si cette humiliation était entièrement de son propre fait et amplement méritée, ne doit pas être facile. Elle a dû rester assise là pendant le couronnement, sachant exactement où ses petits-enfants étaient placés, sachant exactement pourquoi ils étaient assis là, sachant que tous ceux qui comptaient dans cette abbaye avaient compris le message véhiculé. Elle aurait dû sourire aux photographes tandis que son fils bouillonnait de rage. Elle a dû faire comme si de rien n'était, alors que le plan de table de la princesse Anne montrait au monde entier que la famille Parker, cette famille de riches, n'était pas et ne serait jamais membre du cercle restreint. Et le plus cruel dans tout cela, ce qui a dû être le plus douloureux, c'est que Camilla savait qu'Anne avait raison. Elle savait que son fils avait dépassé les bornes. Elle savait que ses exigences étaient inappropriées. Elle savait que si les rôles avaient été inversés, si un autre beau-parent avait essayé de se frayer un chemin jusqu'au premier et un des Tamirans,
Elle aurait voulu qu'Anne fasse exactement ce qu'Anne avait fait. Elle ne pouvait donc même pas être en colère. Pas vraiment. Elle pouvait seulement être gênée. Gênée que son fils ait confirmé au palais ce qu'ils avaient toujours soupçonné au sujet de la famille Ponk ou Bull. Gênée d'avoir passé des années à prouver qu'elle n'était ni ambitieuse, ni cupide, ni qu'elle ne cherchait pas à favoriser ses propres enfants pour finalement voir Tom confirmer tous ses soupçons par une simple série d'exigences. Gênée que ce soit la princesse Anne de toutes les personnes qui doivent réparer les dégâts. Et soyons honnêtes quant à l'histoire, car elle compte. La princesse Anne et Camilla n'ont jamais été proches. Elles ont toujours entretenu des relations cordiales. Elles ont toujours fait preuve de professionnalisme. Elles ont réussi à coexister au sein de la même famille pendant des décennies sans incident public. Mais une certaine distance a toujours existé entre elles. Anne était proche de Diana. Elles n'étaient ni meilleures amies, ni confidentes, mais il existait entre elles un respect mutuel, la reconnaissance qu'elles étaient toutes deux des femmes, évoluant dans un système qui n'était pas toujours bienveillant envers elles. Et lorsque l'affaire Camilla a éclaté, lorsque la liaison est devenue publique, lorsque Diana a donné cette interview et déclaré qu'il y avait 3 personnes dans son mariage, Anne n'a pas oublié. Elle n'a pas nourri de rancune de façon excessive. Ce n'est pas son genre. Mais elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue de qui avait été blessé et de qui avait blessé. Elle se souvenait du chaos que la présence de Camilla avait engendré. Elle se souvenait des dégâts causés à l'institution qu'elle avait servie toute sa vie. Et lorsque Camilla fut finalement réhabilitée, lorsqu'elle épousa Charles, lorsqu'elle devint reine consort, Anne l'accepta car Anne accepte la réalité. Mais l'acceptation n'est pas synonyme d'approbation. L'acceptation n'est pas synonyme de chaleur humaine. Accepter la situation ne signifie pas laisser le fils de Camilla modifier le plan de table pour la cérémonie la plus importante de toute une génération. Ainsi, lorsque Tom Parker Bowles a formulé ses exigences, Anne ne répondait pas seulement à lui, elle répondait à l'affaire, aux dégâts, aux années de chaos, à l'idée que la famille Parker Bowles puisse débarquer après tout cela et exiger des places au premier rang. Par son plan de table, son entrée discrète et son efficacité implacable, elle affirmait que certaines choses sont irréversibles. Certaines limites sont infranchissables. Certaines familles ne peuvent être réunies, peu importe le nombre de couronnes. Il est important de considérer les implications à long terme de cette situation, car cette histoire ne s'arrête pas au couronnement. La monarchie traverse une période de transition. Charles est plus âgé. William attend. L'institution se réinvente pour s'adapter à une ère moderne moins tolérante envers l'extravagance et le sentiment d'avoir droit à tout. Dans cette transformation, la question de l'appartenance à la monarchie devient existentielle. Chaque personne apparaissant au balcon, chaque visage sur les photos officielles, chaque nom figurant sur la liste des membres actifs de la famille royale, tout cela compte. Tout cela véhicule un message sur ce qu'est la monarchie et sur ce qu'elle aspire à devenir. La princesse Anne le comprend mieux que quiconque. Elle a vu la famille s'agrandir et se réduire au fil des décennies. Elle a constaté les conséquences d'une trop grande proximité avec le trône. Elle a été témoin des scandales, du gouffre financier et de la lassitude du public. Et il semblerait qu'elle ait décidé que la famille Parker Bowles ne participerait pas à cet agrandissement. Ils ne deviendront pas des membres actifs de la famille royale.
Ils ne seront pas intégrés à la famille officielle. Ils resteront ce qu'ils ont toujours été, des parents par alliance bienvenus aux réunions de famille, inclus dans les moments privés, mais jamais traités comme s'ils étaient nés avec ce statut. Les exigences de Tom Parker, Anne Bonny, ont forcé le débat à se poser et Anne y a répondu d'une manière qui façonnera la structure familiale pour les décennies à venir. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose de presque admirable dans la façon dont la princesse Anne agit. Elle ne recherche pas l'attention. Elle ne donne pas d'interview sur ses sentiments. Elle n'écrit pas de livres, n'anime pas de podcast et ne cherche pas à monétiser son statut royal. Elle se contente de faire son travail. Elle est présente. Elle sert. Et quand quelqu'un menace l'institution à laquelle elle a consacré sa vie, elle ne réagit pas par des drames, des déclarations publiques, ni par aucun des artifices auxquels la culture des célébrités nous a habitués. Elle réagit avec un plan de table, un ordre de procession, avec la confiance tranquille et inébranlable de quelqu'un qui sait exactement qui elle est et ce qu'elle protège. Il y a là une leçon, je crois, pour quiconque a déjà eu affaire à quelqu'un qui prétend s'arroger un statut qu'il n'a pas mérité. Inutile de crier, inutile de se battre. Il faut être clair. Il faut s'en tenir à sa position. Il faut laisser le plan de table parler de lui-même. Et Tom Parker, avec ses histoires, il écrit toujours sur la nourriture. Il donne toujours des interviews sur les pâtes. Il fait toujours comme si tout cela lui était égal, qu'il était au-dessus de tout ça, que la couronne de sa mère n'était qu'un détail dans une vie autrement consacrée à la quête de la carbonara parfaite. Mais je soupçonne qu'au fond de lui, il y a un plan de salle qu'il ne peut oublier, une entrée dérobée qu'il a refusé d'emprunter, une rangée de sièges bien plus loin que prévu. Et puis, il y a cette certitude immuable qu'il a tenté de bousculer la princesse Anne et qu'il a perdue. Non pas lors d'une confrontation spectaculaire, non pas dans une querelle publique, mais de cette manière discrète, bureaucratique et définitive que la princesse Anne a perfectionnée au cours de ses 50 années de service royal. Il a perdu avant même de se rendre compte qu'il était engagé dans un combat, qui était le plus brutal. Il n'a pas été vaincu, il a été manipulé, il a été traité, classé dans la catégorie appropriée à la distance adéquate et avec la visibilité requise. Il est devenu un simple élément sur un plan de table, un problème logistique à résoudre, une variable à ajuster. Et la princesse Anne s'en est acquittée avec la même efficacité. Elle a orchestré des milliers d'engagements royaux, des centaines d'événements diplomatiques et des décennies de services institutionnels. Sans malice ni colère, juste la compétence tranquille et redoutable de quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages du système et sait parfaitement l'utiliser. Alors, quelle leçon en tirer? Premièrement, ne jamais exiger quoi que ce soit de ceux qui détiennent tous les pouvoirs. Tom Parker n'avait aucun moyen de pression, aucun titre, aucun rôle. Il ne possédait rien si ce n'est la position de sa mère. Et cette position s'est avérée moins influente qu'il ne le pensait. Deuxièmement, ne jamais sous-estimer la princesse Anne. Toute sa vie, elle a été sous-estimée en tant que femme, en tant que princesse, en tant que personne ayant choisi le service plutôt que la célébrité. Et elle a transformé cette sous-estimation en une force. On ne la voit pas venir parce qu'elle n'en a pas l'air. Elle agit tout simplement, elle décide
Tout simplement, elle déplace les sièges, modifie l'ordre du cortège et poursuit sa journée pendant que tout le monde essaye encore de comprendre ce qui s'est passé. Troisièmement, et c'est le point crucial, la famille royale n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une méritocratie. Ce n'est même pas vraiment une famille au sens où la plupart d'entre nous l'entendons. C'est une institution avec des règles, des hiérarchies et des limites qui se sont construites au fil des siècles. Et ces limites ne changeront pas simplement parce que votre mère a épousé le roi. Elles ne changeront pas simplement parce que vous le souhaitez ardemment. Elles ne changent pas simplement parce que vous l'avez demandé gentiment ou exigé grossièrement. Elles sont ce qu'elles sont. Et la princesse Anne, plus que quiconque dans cette famille, comprend que protéger ses limites, et ça, c'était la seule chose qui empêche toute l'entreprise de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Alors, oui, Tom Parks a appris une leçon qui lui a coûté cher. Cela ne lui a pas coûté d'argent. Cela ne lui a pas coûté sa carrière. Cela n'a même pas affecté sa relation avec sa mère, du moins à notre connaissance. Mais cela lui a coûté quelque chose de peut-être plus précieux que tout cela. Cela lui a coûté l'illusion d'appartenir au cercle. Cela lui a coûté le fantasme que la couronne de sa mère avait une quelconque importance pour ses enfants. Cela lui a coûté la confortable illusion qu'il pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Le critique gastronomique roturier, qui était aussi, quand cela l'arrangeait, le fils de la reine, méritant un traitement royal. La princesse Anne a examiné cette contradiction et l'a résolue avec un plan de table. Elle a examiné ses exigences et y a répondu par une entrée dérobée. Elle a examiné son sentiment de supériorité et l'a enterré quelque part au fond de l'abbaye de Westminster, entouré de membres mineurs de la royauté européenne qui ne savaient probablement même pas qui il était. Et c'est finalement la vengeance la plus parfaite qui soit. Non pas le détruire, non pas l'humilier publiquement, mais simplement le remettre à sa place et le laisser là, sans autre choix que de sourire aux caméras et de faire semblant de n'avoir jamais rien désiré de plus.